Hubert Védrine, vous êtes né au sortir de la guerre en 1947 à Saint-Sylvain-Bellegarde. Alors c'est une petite et charmante bourgade de la Creuse de 207 âmes, et hormis la grande maison familiale et les peupliers qui l'entourent, on y trouve une église du XIIIe siècle et une fontaine dont l'eau était réputée miraculeuse. Donc aucun doute là-dessus, nous sommes sur une diagonale du vide, pour l'instant qui est très diagonale et très vide. Mais tout va bien, parce que finalement, peu vous en importe, vous allez rapidement rejoindre Paris et ses lumières, pour suivre le parcours classique mais non moins brillant du jeune haut fonctionnaire en devenir. L'Institut d'études politiques de Paris, puis l'INA en 1974, promotion Simone Veil, constitueront les premières lignes de votre CV. Passionné d'architecture, et même si je vous cite, elle ne fait pas partie en France comme en Italie de la culture des gens cultivés, vous rejoignez sa direction au sein du ministère de la Culture et du Cadre de Vie. Vous y resterez 5 ans avant d'entrer pour la première fois de votre carrière au ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. C'est le coup de foudre. Comment pourrait-il en être autrement, d'un des rares ministères ayant été construit pour son usage? En 1981, François Mitterrand, président de la République, vous appelle auprès de lui rue du Faubourg Saint-Honoré. Outre un rapide passage stratégique au Conseil d'État après la défaite de la gauche aux élections législatives de 86, vous y ferez votre classe pendant 14 ans comme conseiller diplomatique, porte-parole, puis enfin secrétaire général. En d'autres termes, vous étiez au cœur du pouvoir. Jusqu'en mai 1995, vous y serez le témoin et l'admirateur silencieux d'un président souffrant qui n'en resta pas moins fascinant de complexité et dont vous louez l'autorité naturelle dans ce qu'il restera de cette collaboration, votre livre « Les mondes de François Mitterrand ». Vous décidez ensuite de quitter une première fois la politique et d'exercer comme avocat d'affaires, parce que le secteur privé c'est bien aussi, mais chassé de naturel et il revient au galop. Une nuit en mission à Washington, votre téléphone sonne, c'est Lionel Jospin, le nouveau ministre de Jacques Chirac, le Premier ministre, qui vous propose de devenir son ministre des Affaires étrangères. Et là, vous acceptez. En devenant le chef de la diplomatie française, vous allez assumer la conception de la politique extérieure, la promotion des intérêts français à l'étranger et la coordination des relations internationales de la France. Pour faire simple, vous sillonnez le monde en long, en large et en travers et tentez de donner vie à la phrase de Jacques Chirac le soir de sa victoire: la vocation de la France est de redevenir un phare pour tous les peuples du monde. En somme, vous devenez ministre sur une scène mondiale régie par un unilatéralisme américain qui va s'affirmer peu à peu, atteignant son paroxysme en l'hyperpuissance que vous avez décrite. Il en sera ainsi jusqu'aux attentats du 11 septembre qui vont déboucher sur l'intervention en Afghanistan des États-Unis sous mandat de l'ONU à laquelle la France va prendre part. À votre actif, n'oublions pas non plus votre rôle dans l'organisation de la conférence de Rambouillet pour résoudre la crise au Kosovo, votre implication pour apaiser le conflit israélo-palestinien et la place centrale que vous avez jouée au nom de la France pour la stabilisation de la région des Grands Lacs en Afrique. Vous quittez votre poste et la politique en 2002 pour créer votre cabinet de conseil en géostratégie. Vous rentrez aussi au conseil d'administration de l'LVMH et dirigez l'Institut François Mitterrand. En 2007, les sirènes de la politique se rappellent à vous pour revenir aux affaires aux côtés de Nicolas Sarkozy. Même si aujourd'hui ce sont plutôt les affaires qui se rappellent à lui, vous déclinez cette proposition pour vous consacrer à la rédaction d'un rapport sur la France et la mondialisation. Depuis, vous avez beaucoup écrit, notamment Le Monde au défi, dont il sera question ce soir. Mais ce qui fait de vous notre Raïs Ami, c'est l'atlas des crises et des conflits, et il fut l'outil indispensable des préparationnaires que nous avons été, vous voyez encore les fiches. Pour ce livre, pour votre présence, pour votre carrière et pour votre engagement au service de la France, qui en fait de vous un homme apprécié à droite comme à gauche et au-delà des clivages politiques, nous vous disons merci et vous souhaitons une agréable conférence. Pour commencer, au sujet de votre essai, Le monde de nos défis, publié en 2016, vous vous penchez notamment sur les relations qu'il y a entre la géopolitique et l'écologie. Quel lien faites-vous entre géopolitique et écologie? J'ai toujours été un passionné de nature. J'ai fait de l'alpinisme quand j'étais jeune, c'est le seul sport sérieux que j'ai fait de ma vie. Et je connais plein de scientifiques qui m'ont alerté au fil du temps. Quand j'étais secrétaire général de l'Élysée, je voyais les principaux responsables, principaux spécialistes de tout. Donc je voyais bien le compte à rebours
ce qui est le titre d'un livre plus récent sur tous les comptes à rebours, dont ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est tellement grave en réalité. Donc je me suis dit qu'avec la notoriété que j'ai sur la géopolitique, c'était peut-être important que quelqu'un comme moi dise, ça va finir par se connecter tout ça. Alors après, sous quelle forme ça va rentrer en vrai dans la géopolitique? Ça rentre un peu quand il y a des conférences internationales, comme celle qui a eu lieu à Paris, la fameuse COP21. Moi, je pense que dans un avenir assez proche, on considérera qu'un État voyou, c'est l'État qui ne respecte pas les nouvelles règles de l'écologie. Et il ne s'agit pas de sauver la planète, qui est un slogan idiot. La planète n'a pas besoin de vie. Bon, la planète pourrait très bien nous survivre, en fait. Il s'agit de sauver la vie sur la planète. La vie sur la planète. Donc voilà, je pense que par ces biais-là, à travers d'autres conférences, comme celle sur la biodiversité en Chine en 2020, je crois, c'est bien parce que ça va obliger la Chine à faire des efforts là-dessus. Bon, ça va petit à petit rentrer dans le sujet. Mais ce n'est pas central. Donc vous voyez, c'est plutôt une perspective d'avenir que j'ai indiquée. Quelle échelle et quelle gouvernance seraient les plus amènes de faire avancer certains dossiers, comme le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité? Vous savez, ça dépend d'où on parle, quoi, où on se situe. Si ça concerne le monde entier, mais c'est trop vaste, ou qu'est-ce qu'on peut faire à Lille ou à Paris, ou à la conférence au Kenya, là, ça dépend où on est. En général, les gens les plus mobilisés sur l'écologie, c'est les populations dans les pays où il n'y a pas de vrais problèmes graves, c'est-à-dire les nôtres. Les gens sont mécontents toute la journée contre plein de choses, bon, gilets jaunes et compagnie, mais en réalité, par rapport à toute l'histoire de l'humanité et aux autres pays, il n'y a jamais eu de société dans l'histoire de l'humanité où on vive aussi bien qu'en Europe. Mais il y a très peu de sources de pollution qui viennent d'Europe, en réalité. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Et le problème, c'est par exemple, il y a encore 40% de l'énergie mondiale fournie par le charbon. C'est le problème numéro un. On a perdu 20 à 30 ans à se disputer sur le nucléaire. La priorité serait de dire comment est-ce qu'on peut sortir du charbon. Et on sortira du nucléaire dès qu'on le pourra. Donc, on pourrait dire sur le plan du climat, ça dépend de quoi? Ça dépend de la rapidité à sortir du charbon en repassant, je suis désolé si ça heurte certains, en repassant par le nucléaire. Il faudrait passer par là en essayant de faire en sorte que le plus vite possible, les énergies renouvelables soient au point. Alors après, ça se traduit en milliers et milliers de décisions, d'engagements, dans tous les sens. Si vous prenez la question de la biodiversité, alors là, c'est tout. La biodiversité s'effondre parce que l'espèce humaine est trop nombreuse, parce qu'elle est une espèce prédatrice, qu'elle vit en urbanisant tout, en bétonnant tout, en réduisant les espaces naturels, et tout s'additionne. Si on veut faire un effort énorme sur la biodiversité, il faut stopper l'artificialisation des sols. Il faut donc avoir un mode de calcul plus intelligent que le PIB. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir calculer pas que les flux financiers. C'est ça qu'on calcule aujourd'hui. Si on rase une forêt entière pour construire des usines chimiques atroces, qu'on n'a plus le droit de construire en Europe, mais comme c'était il y a 100 ans, qui vont fabriquer des maladies pendant 50 ans, c'est de la croissance. On n'est pas capable de mesurer le reste. Donc si des économistes arrivent à évaluer la valeur économique d'une nature saine, d'un air respirable, d'une eau potable, d'une terre cultivable, etc., etc., il faut arriver à ça, parce qu'à partir de ce moment-là, même le trader le plus fou, le trader cocaïné fou, vous voyez, qui fait 3 milliards d'opérations dans la minute, il intégrera les attaques portées au patrimoine naturel vital dans ses calculs. Et à ce moment-là, tout le système, le fameux système, changera. Vous parlez de la communauté internationale que vous abordez dans le livre Le Monde de l'ODEFI. Vous relevez que c'est une expression qui est très répandue, très utilisée, mais qui finalement n'a pas grand sens actuellement. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus sur les paradoxes que vous dressez dans cette expression? Alors, communauté internationale, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, depuis que je m'exprime, jusqu'à la fin de l'Élysée, quand j'étais secrétaire général, la règle était qu'on ne s'exprimait pas. Une règle de déontologie, de principe, etc. Bon. Après, je me suis pas mal exprimé, et dans le débat public depuis 20 ou 30 ans, j'ai entendu 10 000 fois communauté internationale. Que fait la communauté internationale? Des expressions complètement idiotes du genre la communauté internationale est révoltée par le comportement de la Chine. Il y a des choses comme ça. Mais si on est révolté par la Chine, c'est que ce n'est pas la communauté internationale qui parle.
si la Chine n'est pas dedans. Donc c'est d'autres. Donc en général, c'est une expression qui désigne les Occidentaux. Mais ce n'est pas la communauté internationale. Il n'y a pas de communauté. Donc le mot communauté internationale désigne un objectif, une espérance. On espère que tous les peuples du monde, qui ont des modes de vie tellement différents, des croyances tellement différentes, qui souvent s'affrontent, arriveront à coexister, à cohabiter correctement. Bon, c'est pour ça que je distingue les deux. Et il y a un monde. À la fin de l'URSS, fin 91, on est dans le monde global, qui n'est pas encore la communauté, comme je l'ai indiqué. Mais c'est quoi le monde global? Là, il n'y a pas de définition claire. À partir du 11 septembre et la suite, et l'immense affrontement au sein de l'islam, notamment sunnite, sur au moins 3 continents, les esprits en général, y compris à commencer par les pays arabes d'ailleurs, disent oui, on est quand même en plein clash. Sauf que dans l'affaire du clash, il y a des affrontements énormes au sein des ensembles de civilisations, mais aussi entre eux. Bon. Donc c'est très loin de la communauté. Donc il y a non seulement le mot communauté est prématuré, mais ça peut être un objectif pour votre vie. Je veux contribuer à l'élaboration d'une communauté internationale. Bon. Mais il faut savoir que la description du monde actuel ne fait pas l'unanimité aujourd'hui. Il y a quelques années, vous disiez aussi que l'Europe était en passe de devenir l'idiot utile du village mondial. Risqué de. Comment ? Elle risquait de. Risqué de devenir l'idiot utile du village mondial. Et en effet, l'Union européenne ne semblait pas avoir saisi toutes les règles du jeu et ne parvenait pas toujours à défendre ses propres intérêts. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas ou, Non, ça change. Oui, c'est un peu en train de changer. Quand je disais ça, alors je ne veux pas abuser des mots ou des plaisanteries, mais des fois, dans le débat public, il y a des formules qui aident à comprendre, vous voyez. Et il y a 20 ou 30 ans, dans un climat très optimiste sur le plan européen, où les Européens pensaient que leurs valeurs universelles à leurs yeux allaient se répandre partout comme ça, alors qu'il me semblait que les autres puissances défendaient quand même leurs intérêts et leurs valeurs, qui ne sont pas forcément les mêmes. Bon. C'est là où j'avais dit, attention, il ne faudrait pas que l'Europe devienne l'idiot du village mondial. Le village mondial, c'est la théorie de McLuhan, puis l'idiot du village, tout le monde sait ce que c'est. Bon. Donc pas l'idiot du village mondial, parce qu'on était trop naïfs. Donc le mérite des Européens, c'est pas d'avoir fait la paix, mais c'est d'avoir transformé la paix froide, qui avait été réimposée, en une paix dynamique, en construisant quelque chose qui devient l'Europe, mais toujours sous protection. Parce que ce sont les Européens, après la guerre, qui ont supplié les Américains de les protéger face à Staline. Les Américains n'avaient pas envie, mais ils ont accepté de faire l'Alliance Atlantique, avec un article 5 qui oblige à protéger les alliés menacés. Et après, ils se sont organisés. Et les Européens, donc, se sont développés sous cette protection merveilleuse, dans une sorte de bulle, sympa. Donc après, on fait le marché commun, puis on avance, on fait le marché unique, et blablabla, bon, très bien, en oubliant qu'on est protégé, alors que le monde n'est pas entièrement comme ça. Donc les Européens ont développé une mentalité bisounours. Je pense que tout le monde connaît le personnage des bisounours, alors qu'en fait on est dans Jurassic Park. Oui, c'est ça le monde. Et donc quand je dis ça il y a 20 ans, c'est ça que je veux dire. Donc attention. Donc, mais moi je ne souhaite pas voir naître une Europe agressive. Hein. Simplement je pense qu'il y a un minimum, il faut que l'Europe devienne une puissance capable de se faire respecter par Trump, par Poutine, par les Chinois, par Erdogan, par Netanyahou, par les Saoudiens, par je ne sais plus qui, par tout le monde. Bon, se faire respecter, sans être agressive. Une Europe puissance, comme disent les Français, pacifique, pas pacifiste au sens désarmé, mais pacifique. Voilà à quoi ça me conduit. Le Brexit, vous voyez bien que depuis qu'il y a eu ce vote, il y a eu des milliers d'articles et de commentaires pour rien, quoi. On n'en sait rien, eux-mêmes n'en savent rien. C'est toujours lié à des rebondissements qu'on ne connaît pas, eux-mêmes non plus. Donc je me bornerai je ne ferai pas de pronostic, hein. Je me bornerai à dire que c'est regrettable et que si le système européen avait été moins psychorigide et Cameron moins imprudent, on aurait peut-être pu l'éviter. Ça c'est avant, hein. Parce qu'après tout, même Juncker, à l'époque, disait on a eu tort de réglementer à outrance. Donc la demande de subsidiarité des Britanniques, certaines, hein, pas toutes, aurait pu être satisfaite mieux. Après, dans l'espèce de méli-mélo depuis ça j'ai rien à ajouter, j'en sais rien. Si ça a lieu quand même, si ça n'a pas lieu finalement
moi je m'en réjouirais. Je ne crois pas du tout que c'est la Grande-Bretagne dans l'Union qui nous a empêchés d'aller vers les États-Unis d'Europe complètement utopiques et imaginaires. Je pense que simplement c'est les peuples qui n'ont pas envie d'être intégrés, normalisés, etc. Donc je ne crois pas du tout que la sortie de la Grande-Bretagne libère le chemin vers nos projets. Regardez l'attitude allemande par rapport aux propositions de Macron. Ce n'est pas la Grande-Bretagne, vous voyez. En revanche, je trouve très important qu'on réfléchisse à la relation avec la Grande-Bretagne après, si le Brexit a lieu. Et je me réjouis de voir que dans le dernier texte du président, qui est assez réaliste justement, mais aussi dans la déclaration de la nouvelle leader de la CDU allemande, il y a l'idée de la relation stratégique avec la Grande-Bretagne après. Ça, il ne faut pas le perdre. Parce que s'ils vont jusqu'au bout du Brexit, encore une fois, c'est dommage, mais ils sortent de l'Europe communautaire. Ils ne sortent pas du système européen en général. Donc il faut préserver ce fil. Ben, les Européens n'ont pas l'air de penser ça. Hein. Je ne parle pas de vous, mais en général. De toute façon, la CED, n'ayez pas de regrets sur la CED. C'était un projet américano-européen. C'est l'époque, alors je reviens à mon histoire, mais je suis court, c'est l'époque où les Américains disaient il faut vraiment réarmer l'Allemagne. On ne peut pas défendre l'Europe de l'Ouest face à la menace soviétique si l'Allemagne n'est pas réarmée. Comme les Français et d'autres disaient non, ils ont inventé la CED. Mais c'était une invention genre monnaie américain. C'est une façon de dire c'est européen, mais en fait, serait entièrement reposé sur les moyens du Pentagone. Serait entièrement fonctionné sur la base de l'engagement américain, en fait. Puis il y avait déjà le traité de l'OTAN. Donc le CED n'est pas la grande occasion manquée de la défense européenne. Aujourd'hui, pour savoir si on peut aller dans votre sens, moi je souhaiterais qu'il y ait une Europe puissance qui devienne le pôle européen de l'Alliance, parce que c'est quand même mieux de garder l'Alliance. Mais je constate que Trump est là maintenant depuis 2 ans, que les Européens n'ont pas réagi. Madame Merkel a dit 1 ou 2 fois on ne peut plus compter sur eux, il faut s'organiser mieux entre nous, et ça n'a rien produit. Il y a quelques petits projets dans les idées de Macron, coopération en matière d'armement, des choses comme ça, réflexion entre les états-majors, enfin, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas critiquable, mais ça n'a rien à voir avec l'idée de savoir si les Européens peuvent se défendre par eux-mêmes. Ça, ils en sont aujourd'hui incapables. Et il y a pas, le déclic mental n'a toujours pas eu lieu, en fait. Vous voyez bien que dans les 3/4 des pays d'Europe, les Européens ont peur d'une seule chose, c'est que Trump se retire. Ils disent pas c'est l'occasion ou jamais. Ils ont peur de l'inverse. Ils sont toujours bloqués sur la notion de puissance. Les Européens continuent à... C'est bisounours, ça, vous voyez. Ils continuent à croire qu'on peut exister, défendre notre civilisation européenne, notre mode de vie en Europe, malgré toutes les puissances qui tournent autour et dont j'ai parlé, sans être une puissance. Je ne crois pas, moi. Mais donc, il faut que faire? Il faut travailler sans relâche, il faut créer des réseaux dans les générations, entre les écoles, il faut avancer sur des choses concrètes, coopération en matière d'armement, etc. Mais c'est pas pour demain. Hein. Ben, on aimerait tous que ça aille plus vite, mais je reste confiant parce que tout ne dépend pas des conférences internationales. Ça dépend de ce qui se passe dans un labo que vous ne connaissez même pas. Quelque part, il y a une invention, à droite, il y en a tout le temps. Il y a sans arrêt des inventions dans le monde et qui permettent de recourir à une molécule moins nuisible ou de transformer un procédé, de faire des économies d'énergie, de construire mieux partout. Tout le temps, tout le temps. Et ça ne dépend pas des conférences. Les conférences s'appuient là-dessus. Normalement, donnent un signal pour accélérer, pour accompagner, mais tout ne dépend pas de discussions de politique entre eux, de diplomates entre eux. Hein. Donc ça serait mieux si ça allait sur le même tempo que la conférence de Paris, mais il ne faut pas désespérer, parce que les résultats des conférences ne sont pas bons. Il faudrait regarder, mais malheureusement, aucun journal ne fait ça, le recensement des avancées utiles. Il ne faut pas passer d'un extrême de panique à un extrême de confiance trop naïve, mais c'est vrai qu'il y a des avancées tout le temps, dans tous les procédés. Aujourd'hui, même les moteurs de bagnole sont incroyablement plus économes, moins polluants, moins ceci, moins cela. Ça va très très vite. Et comme tous les grands constructeurs d'automobiles, même d'avions, même de porte-conteneurs, etc., savent très bien qu'il y aura une compétition féroce, il y aura une dimension de compétitivité écologique. Donc tous les labos de recherche sont là-dessus.
Voilà, donc voilà, on aimerait que ça aille plus vite, mais ne regardez pas que les COP. Malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse sauter l'étape du nucléaire si on pense d'abord écologie, climat, CO2. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse sauter l'étape. Les énergies non renouvelables, la compétitivité n'est pas au point. C'est encore très 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 cher. Même le solaire, qui est, à mon avis, la vraie solution à terme, sauf si on arrive à maîtriser la fusion nucléaire, qui n'est pas du tout la même chose, c'est pas au point, c'est trop cher. Et personne ne va financer ça pour l'ensemble des pays d'Afrique. Donc je crois que c'est peut-être dur à entendre pour certains d'entre vous, mais si on raisonnait que CO2 et que climat, il faudrait beaucoup plus de nucléaire pendant 20 ou 30 ans. Et après, avoir une sortie accélérée, donc il faudrait encore une génération, à condition que toutes les centrales dans le monde soient gérées par une espèce d'autorité internationale. On ne peut pas laisser ça être géré par n'importe qui, on ne peut pas laisser comme au Japon Fukushima. Le problème, c'est que jamais la centrale n'aurait dû être construite là. Ce n'est pas la centrale qui a disjoncté. Ce n'est pas un problème nucléaire dans la centrale. C'est le fait qu'il y a eu un tsunami, alors que dans l'histoire de la ville de Fukushima, il y avait des stèles de 2 à 3 siècles avant, consistant à dire ne jamais construire au-delà de cette limite. Parce que c'est là où la mer était montée, dans des souvenirs très très anciens. Ça, c'est plutôt lié à l'époque où on a construit tout n'importe comment, y compris dans les couloirs d'avalanche, dans les trucs de sport d'hiver, tout ça. Donc je ne crois pas, mais d'autres scientifiques vous donneraient peut-être une autre réponse, hein. Je ne crois pas qu'on puisse sauter l'étape du nucléaire. Par contre, tout ce qui peut accélérer, alors notamment en Afrique, c'est le solaire, c'est évident. Et d'autre part, la reforestation, partout. Il y avait un immense projet magnifique en Afrique, de la ceinture verte, qui devait aller normalement du Sénégal jusqu'à Djibouti, une ceinture, avec des effets formidables, climatiques, absorption de CO2, etc. Mais on n'en est même pas à 5% quoi, du truc. Donc je ne crois pas qu'il puisse sauter ça. Mais encore une fois, vous avez vu ce que j'ai dit sur le contrôle des centrales nucléaires. Là, pour le coup, ça mériterait une première étape de communauté internationale, qui serait une sorte d'organisme supranational, totalement indépendant, scientifique, pour tout contrôler. Je crois que les États-Unis sont encore aujourd'hui une hyperpuissance, en tout cas par le biais que j'ai cité du contrôle juridique, des sanctions extraterritoriales. C'est quand même un excès de puissance délirant. À une époque, quand j'étais ministre, j'avais fait calculer, mesurer la liste des idées du Sénat américain, ils voulaient sanctionner les 3/4 de l'humanité. Donc ça devient dingue à un moment donné. Donc, alors le président n'accepte pas tout, il met son veto à certains textes, mais quand même c'est beaucoup. Et c'est pire maintenant parce que dès lors que l'économie est globalisée, ce qui est plutôt bien, dérégulée, elle est trop dérégulée, financiarisée, elle l'est beaucoup trop, dollarisée, puisque l'euro n'a pas encore réussi à être une monnaie de réserve équivalente, et numérisée, à peu près toute l'économie mondiale, à un moment donné, il y a un truc qui passe par le dollar, et un truc numérique, et les États-Unis peuvent attraper ça et appliquer des sanctions décidées par le Sénat américain sur la base de tel ou tel groupe de pression aux États-Unis ou de la lubie de tel ou tel président. Ça, c'est intolérable. Il ne s'agit pas de retrouver, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de puissance européenne avant. Une puissance allemande, française, anglaise. Il n'y a jamais eu de puissance européenne. Ça n'a jamais existé. C'est une question de déclic mental. Vous savez, comme on dit dans le monde des sportifs, c'est le mental. Il faut que les Européens se décident à comprendre qu'ils ne peuvent pas survivre dans leur bulle sympa comme ça. Il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une forme de puissance. Mais puissance, ça ne veut pas dire système fédéral. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le commissaire Tartampion qui va décider. Puissance, c'est une décision collective des pays clés qui entraînent les autres pour comment justement s'opposer aux sanctions américaines, comment tenir à distance les provocations russes, comment faire en sorte que les Chinois ne puissent pas faire des sommets avec la moitié des Européens, comment faire en sorte qu'Erdogan ne puisse pas dicter les conditions des meetings électoraux en France ou en Allemagne. Enfin, la liste est effrayante. Sans parler des passeurs en Afrique qui ont reconstitué une sorte de traite globale, qui connaissent parfaitement les différences de législation et les trous dans le système en Europe, et qui savent très très bien dans toute l'Afrique
en faisant payer des milliers d'euros à chaque fois, comment il faut former des enfants, pas des enfants abandonnés en route, des enfants formés pour être envoyés dans les pays d'Europe où c'est plus facile d'entrer, d'avoir ensuite les aides. Il y a tout un esprit du système qui serait acceptable si c'était des décisions des Européens dans un système de Schengen qui fonctionnerait, qui marcherait, dans lequel on aurait une discussion chaque année avec les pays de départ et de transit sur l'immigration légale dont on a besoin. Mais je mettais les trafiquants dans la liste parce que ça fait partie de ceux qui disent ce que racontent les Européens, on s'en fiche en fait. Donc je voudrais que ce soit vous reteniez ça, ça serait bien mon point final, c'est que souveraineté européenne c'est un formidable objectif, mais il faut la constituer, il faut lui donner un contenu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ben, votre position est absurde parce que l'un ne va pas sans l'autre. Même chose, je ne veux pas contester votre jeu là. Jamais j'aurais pu être opérationnel à la première minute au Quai d'Orsay si je n'ai pas passé 14 années avec Mitterrand. Donc j'étais dans la potion magique Mitterrand, et puis après j'ai connu les deux cohabitations plus la troisième. Donc j'ai travaillé autant avec des gens de droite que de gauche. Donc si j'avais eu l'esprit sectaire ou manichéen, je l'aurais perdu en route. Donc pour moi, les deux, c'est un cheminement en fait. C'est pas une opposition. C'est atroce, mais je ne connais pas Jacques Lacornay. C'est l'architecte du Quai d'Orsay. À l'origine? Oui, mais j'étais pas là à ce moment-là. Donc c'est M. Lacornay que je viens de redécouvrir, hein, qui était certainement très bien. Mais cela dit, j'aime pas tellement l'architecture du Quai d'Orsay, moi, les salons, le truc, bon. Même le bureau du ministre n'est pas terrible. Donc, tant pis pour M. Lacornay, je préfère Nouvelle. Oh. Attendez, je ne sais pas qui a inventé ce jeu, mais évidemment, Mitterrand faisait semblant de détester De Gaulle, qui faisait semblant de ne pas mépriser, mais de se méfier de Mitterrand. Et il y a quand même eu une époque, en 1945, où De Gaulle avait nommé François Mitterrand secrétaire général du ministère des Anciens Combattants. À l'époque, c'était géant, il y avait 3 millions de types. Hein. Et à l'époque où il n'y a pas de ministre. Donc le rapport est plus complexe que ce que l'on croit. Mais il y a quand même un lien. L'opposition entre les deux s'est estompée avec le temps. Donc je ne peux pas choisir. Et peut-être que si j'étais né 30 ans avant, j'aurais été gaulliste peut-être. Voilà. Mais je ne suis pas l'inverse. Répondre quoi là? D'ailleurs, ma mère m'appelait Hub. Hub. C'est un diminutif de Hubert. Voilà. Oh, je crois qu'un jour ou l'autre, on sera obligé de lâcher. Hein, en fait. Je pense qu'on aurait mieux fait de tenir bon sur d'autres choses. Je comprends très bien que les gens de Strasbourg soient attachés à ça. Il y a peut-être des compensations avec d'autres institutions, mais c'est tellement compliqué, ça coûte tellement cher. Il y a tellement de déménagements permanents entre Bruxelles et Strasbourg, avec les collaborateurs, des tonnes de dossiers, des machins. Bon. En même temps, sentimentalement, j'aimerais pas être la personne qui serait obligée d'accepter ça, bien sûr. Comme je refuse votre système, là, qui est de choisir de force, moi j'aime bien Nicolas Hulot. D'ailleurs, dans un de mes livres, je crois que c'est dans Compte à rebours, il y a des recueils, il y a un entretien entre Hulot et moi. J'aime bien Hulot, mais je pense qu'il aurait dû profiter mieux de son prestige, de son image. Il est formidablement sympathique. Je pense qu'il aurait dû expliquer plus de choses aux Français. Mais je pense que Nicolas n'est pas fait pour être un dirigeant, quoi. C'est quand même très dur, vous savez. C'est très très dur, en fait. Très très dur. Quand je pense aux commentaires stupides sur les pseudo-privilèges, c'est des vies effrayantes. Les gens travaillent jour et nuit. Ils sont moins bien payés que dans n'importe quelle PME dynamique où le directeur commercial est mieux payé qu'un ministre. Ils sont moins surveillés. Il y a des tas de gens qui fouinent sans arrêt sur n'importe quoi. Et dans une vie de n'importe qui de 60 ans, vous trouverez toujours 2-3 trucs qu'on peut monter en épingle. Puis il faut résister au fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qui sont des espèces d'égouts à ciel ouvert, il faut, avec une influence terrible sur l'information continue qui rend tout hystérique et fébrile, qui a une influence énorme sur les médias normaux, il faut avoir du coffre. Hein. Il faut être blindé pour ça. Donc je pense que Nicolas, qui a été aimé toute sa vie,
adoré comme animateur partout. Bon, il en a pris plein la figure. Bon, François de Rugy, je pense qu'il fait le truc le mieux, bien sûr. L'un répond à l'autre. Voilà. C'est pour éviter que le monde soit au tapis qu'il faut relever le défi. Ça, c'est facile, hein. Ça, c'est très simple.